8h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 5 décembre 2024. Les autorités nigériennes ont pris le contrôle opérationnel de sa filière minière selon Orano. Une décision qui n'a pas laissé indifférent le coordinateur du Rotab, Ali Idrissa, que je vous propose de suivre en extrait avant de le retrouver en intégralité à la fin de cette édition. Le Niger sera dans la position de décider de ce que sera la mine de Somaïr. Aussi, il faut se dire que le Niger n'a pas seulement comme seul partenaire Orano. Il y a aussi d'autres partenaires qui exploitent ou bien qui sont en phase d'exploitation d'autres sites ou bien d'autres permis dans notre pays. On estime seulement que les travailleurs nigériens et les communautés qui vivent aux alentours ne souffriront pas de cette situation. Vous avez déjà vu, donc, comme annoncé dans le communiqué d'Areva Orano, ils attirent déjà la sonnette par rapport aux communautés et aux employés qui pouvaient souffrir. Donc, je pense que le Niger n'a pas le droit d'échouer dans cette bataille juridique et aussi stratégique. Rendez-vous donc en partie magazine pour suivre l'intégralité de cette intervention. Le grand format de cette édition est consacré au prix du gaz, du pétrole liquéfié au Niger. Malgré que les prix sont fixés par l'État depuis des années, le consommateur continue de payer cher le butane auprès des détaillants qui ne respectent pas les prix fixés par l'État. Dossier réalisé par Ismaël Mouni. 900 francs CFA pour la bouteille de 3 kg, 1800 francs CFA pour la bouteille de 6 kg et 3750 francs CFA pour la bouteille de 12 kg. Tels sont les prix de vente officiels du gaz, du pétrole liquéfié au Niger. Ces prix ont été fixés il y a des années par l'État à travers le ministère du Commerce. Mais force est de constater que les prix ne sont pas respectés malgré que le Niger soit pays producteur de pétrole. Le consommateur continue de payer cher le gaz auprès des détaillants. Je viens de charger le gaz à 6 kg et que le prix, déjà, l'État a fixé le prix, c'est 1800. Et maintenant, j'étais là-bas pour aller charger mon gaz à 6 kg. J'ai donné, ils ont me dit que c'est 2500. Donc, j'ai donné 3000, ils ont me ramené 500. Moi, je n'ai pas compris. C'est déjà 4 ans que l'État a fixé le prix et les gens ne vont pas le respecter le prix. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Là, le prix du gaz, il y en a un des gens qui ne règlent pas. Là, les gouvernements ont règlé comment ils ne gagnent pas le gaz. Franchement, on continue de payer le gaz à un prix vraiment cher. Les prix que l'État a fixés ne sont vraiment pas respectés. Et tout le monde a vu comment ça passait même à la télévision pour dire voilà, désormais les tarifs des prix du butane. Malheureusement, on continue toujours à payer cher le gaz. Et pourtant, l'État dit de lutter contre la désertification. C'est pour cela qu'on nous dit d'utiliser le gaz et abandonner le bois. Mais bon, ce que l'État a dit sur le terrain, ce n'est pas ça parce que les revendeurs continuent de vendre le prix du gaz excessivement cher pour nous. Vraiment, on invite les autorités à y remédier et à interpeller ces personnes qui vendent le gaz aussi cher. Parce que franchement, on n'arrive pas à supporter à ce prix. Même constat fait par l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARC lors de ses inspections. Et l'AX a eu à faire une mission d'investigation sur la communauté urbaine de Niamey. Donc, suite à cette investigation, on a constaté des anomalies telles que la vente de la bouteille de 12,5 à 4 000, 5 000, voire même 6 000 sur la ville de Niamey, et celle de 6 kilos
à 2000, 2500. Il n'y avait pas eu de respect. Donc nous avons encore regroupé les acteurs, les centres amplisseurs pour pouvoir faire des points des dépôts mixtes, si vous vous en souvenez. Des dépôts mixtes un peu partout à Niamey, dont 7. Je pense à Tourakou, à Aéroport, Gamkali, et au niveau de la maison d'uranium, les 100 mètres, Banoukoubay, et je pense. Donc pour que la population ait le gaz apporté, c'est-à-dire toutes les marques apportées et au prix fixé. Donc malgré cela, encore, les prix, on a constaté, ne sont pas respectés. Les sociétés de vente du butane, telles que la Société nigérienne des hydrocarbures, affirment respecter le prix fixé par l'État. En approchant les détaillants pour en savoir les raisons pour lesquelles ils vendent à ce prix, par exemple, le 12 kg à 5 000, voire plus, alors que son prix est fixé à 3 750 francs, nous sommes heurtés au silence radio, comme si c'est devenu un sujet tabou. Néanmoins, Arcé donne des explications. Avant que nous ayons la raffinerie, les centres amplisseurs, ils étaient propriétaires de leurs produits. Ils ont juste la licence à aller chercher le produit. Ils viennent, étant propriétaires de leurs produits, c'est normal qu'ils se soucient de la vente. Et quand il y a la concurrence, c'est normal que le jeu de concurrence joue. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent le produit dès à la Souraz. Au niveau de la Sonidep, il n'y a pas de sphère de stockage. Les centres amplisseurs vont directement prendre le produit au niveau de la Souraz. Ils deviennent propriétaires du produit dès au niveau de la Souraz. Maintenant, ils viennent et emplissent les bouteilles. Et dès qu'ils emplissent les bouteilles, ils donnent à un nouvel acteur qui n'est pas reconnu dans la structure des prix. Dans la structure des prix, l'acteur à qui il confie les bouteilles n'est pas reconnu. Or, cet acteur-là, il joue un jeu commercial. Donc, on ne peut pas dire que cet acteur ne peut pas être rémunéré. Or, la structure des prix ne prévoit pas la rémunération de cet acteur-là. C'est normal qu'il ait une latitude de s'auto-payer. Quoique la structure des prix a dit que voilà le prix final qui doit être appliqué aux consommateurs. L'État a-t-il pris en compte tous les paramètres avant de fixer ces prix, ou ce sont les opérateurs économiques qui imposent d'habitude leurs dictats? En tout cas, les consommateurs trouvent le prix du gaz exorbitant, sachant que le Niger est pays producteur du pétrole depuis 2011. À la veille du lancement officiel du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, les exposants venus de tous les côtés du pays et de l'Afrique se retrouvent auprès de leur stand pour les dernières installations. Sekinot Sadou Ibrahim. L'une des plus grandes foires de l'Afrique, le Salon international de l'artisanat pour la femme, débutera le 6 décembre 2024 avec 25 pays invités, dont 291 métiers artisanaux et plus de 500 exposants. Les préparatifs vont bon train, surtout l'installation des stands. On a amené nos produits, en même temps montrer aux gens de quoi on est capable. Parce que c'est suite à des foires comme ça que les gens vont découvrir nos produits. Ce sont des produits locaux. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ces produits-là. Donc suite à des foires comme ça, on vient, on expose les produits et les gens viennent, ils visitent. Moi, je suis venue exposer les produits de la transformation du beurre de karité en savon cosmétique, des huiles, du beurre de karité, des produits genre des anti-moustiques, parce que nous sommes des pays où il y a une prolifération de moustiques, des anti-moustiques faits à base de beurre de karité, de la citronnelle et plein d'autres produits. Nous sommes une forte délégation, nous avons beaucoup de produits à vous présenter. On est venu au festival pour venir exposer. Voilà, et on est fiers de l'alliance des pays du Sahel. Nous, on est venus avec des objets d'art
des objets faits à base de cornes, des fauteuils, des tables, des tabourets, tout à base de cornes. Facteur de cohésion sociale, les participants à cette foire n'ont pas manqué de lancer leur appel. Donc on attend vraiment la population à venir découvrir nos produits et en même temps acheter. C'est ça notre objectif. Venir découvrir les produits, on a beaucoup de choses. L'artisanat est là parce qu'on fait partie. Tout ce qui est transformé par la main, c'est de l'artisanat. Donc on invite les gens à venir découvrir beaucoup de choses et en même temps acheter nos produits. Nous attendons que les produits d'abord que nous avons amenés soient tous vendus. Nous ne voulons pas répartir avec un seul. Et surtout des partenariats de vente, vraiment des clients fidèles, des partenariats fidèles. Parce qu'il ne suffit pas de venir à une foire pour vendre des produits, il faut aussi tisser des relations. On espère aussi que ce festival-là va beaucoup donner. Et tous ceux qui sont venus de l'AES vraiment vont vendre et vraiment faire réellement la promotion de cette alliance-là. A noter que durant 10 jours, Niamey brillera de mille feux avec l'exposition et vente d'articles divers. Faites-y un tour pour découvrir les merveilles des femmes artisanes. L'association des élèves et étudiants handicapés du Niger et la coalition ASSO-EPT organisent depuis ce matin une conférence sur le thème « L'accessibilité de l'aménagement raisonnable pour une meilleure inclusion des scolaires handicapés ». Cette activité entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale dédiée aux personnes handicapées. Nafissatou Yahya, Halidou Brahim. Placé sous le thème « L'accessibilité et l'aménagement raisonnable pour une meilleure inclusion des scolaires handicapés », cette conférence est organisée par l'Association des élèves et étudiants handicapés du Niger et la coalition ASSO-EPT dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée le 3 décembre dernier. Cette journée qui vise à promouvoir le respect des droits des personnes handicapées nous donne l'occasion de rappeler que l'inclusion des enfants handicapés dans le système éducatif reste un défi majeur au Niger. Malgré les engagements internationaux pris par l'État, notamment à travers la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées CDPH et son protocole facultatif en 2008 et l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. La coalition ASSO-EPT ne ménagera aucun effort pour vous accompagner afin que ce plaidoyer puisse véritablement réussir, pour que l'école nigérienne de manière générale soit très accessible à toutes les personnes sans discrimination. Mesdames, Messieurs, chaque année nous célébrons la Journée internationale des personnes handicapées. C'est pour nous, comme nous avons l'habitude de le faire chaque année, de mener des actions de plaidoyer. Cette année, nous avons choisi ensemble une conférence sur l'accessibilité des infrastructures scolaires. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes handicapées fréquentent des établissements scolaires où nous avons des classes non accessibles, ce qui constitue pour nous une discrimination à l'égard d'une couche importante de notre population. Nous voudrions, au nom de l'ensemble des acteurs éducatifs et au nom de la coalition, demander à l'État du Niger de voir comment est-ce que nous pouvons mettre en œuvre la stratégie de construction des infrastructures scolaires qui tiendront compte de cet état des faits. En ouvrant les travaux de ces assises, le président du conseil d'administration de la Fédération nigérienne des personnes handicapées a rappelé toute l'importance du thème de cette conférence avant de saluer l'initiative. La Fédération nigérienne des personnes handicapées se réjouit du rôle important que joue cette association dans la réalisation des droits des personnes handicapées. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort à chaque fois qu'ils sollicitent notre appui pour les accompagner dans les efforts louables qu'ils sont en train de faire. La conférence qui sera animée aujourd'hui sur le thème accessibilité et aménagement raisonnable
est pour nous un thème très important du moment où, comme l'a souligné le vice-président de ASSO-EPT, beaucoup d'enfants ne peuvent pas accéder à l'école si déjà les infrastructures scolaires ne sont pas accessibles. Mais la question de l'accessibilité ne va pas se limiter seulement aux infrastructures scolaires. Nous allons le voir dans la conférence qu'il s'agit aussi de voir les aspects communicationnels et les aspects d'aménagement raisonnable. Rappelons enfin que cette activité, qui entre dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées, appuyée par Oxfam. Les autorités nigériennes ont pris le contrôle opérationnel de sa filière minière selon Orano. Une décision qui n'a pas laissé indifférent le coordinateur du Rotab, Ali Idrissa. C'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Il y a eu des conseils d'administration auxquels le Niger ou n'a pas participé ou le Niger n'était pas d'accord avec Orano sur certaines décisions, notamment de pouvoir restreindre les activités minières sur le site de la Somaïr que Orano a voulu faire, justifiant cela par le fait qu'il n'arrive plus à sortir l'uranium du territoire nigérien de par la frontière, la fermeture de la frontière avec le Bénin. C'est suite à ça, donc, je pense, selon les informations que nous avions reçues, Orano a pris donc certaines mesures qui n'a pas plu à la partie nigérienne, qui visait surtout à bloquer l'activité minière sur le terrain. Et le Niger s'est cru aussi en droit de pouvoir prendre des mesures, des garde-fous, dans le sens de protéger cette activité. Voilà d'où est partie peut-être la crise. Aujourd'hui, de par le communiqué d'Areva annonçant qu'ils n'ont plus le contrôle de la production de l'uranium sur Imoranen, c'est juste pour préparer la bataille juridique qui suivra. Areva se donne les moyens d'amener le Niger en tort pour pouvoir gagner cette bataille juridique. Donc là, je pense que la partie nigérienne aussi doit conséquemment préparer cette série ou bien l'épisode judiciaire qui suivra. Parce que Areva, c'est sûr, ira en justice. Et en justice ou devant les juridictions ou françaises ou internationales. Ce qui voudra dire que le Niger vraiment doit se donner tous les moyens de protection et argumentaire dans le sens de pouvoir défendre sa position. C'est Areva, il est bien de rappeler que aussi la crise remonte du fait des sanctions imposées par la CEDEAO contre le Niger en fermant les frontières, qui empêchaient logiquement Areva de pouvoir évacuer l'uranium par la frontière avec le Bénin. Et il pouvait aussi envisager d'autres solutions d'évacuation de ce minerai sur la France. Mais je pense que Areva n'a pas voulu de ces options. Areva s'est resté campé sur une position mitigée et a voulu faire du dilatoire, ce que les autorités nigériennes ont arrêté. D'abord, il ne faut pas trop s'en réjouir parce que ça va être le scénario juridique qui va suivre. Et dans ça, ce serait du dilatoire. Chacun essaiera de tirer sur le temps, notamment Orano, pour que le Niger ne puisse pas prendre possession de la Somaïr et de l'exploitation minière dans cette région. Ça, c'est sûr que c'est sur ça qu'ils vont vouloir jouer. Ils ne vont pas faciliter la tâche au Niger. C'est au Niger et aux Nigériens de voir comment maintenant faire en sorte que la production puisse continuer et aussi la vente. Qui dit production, vous ne pouvez pas produire seulement, il faut pouvoir vendre aussi sur le marché international. C'est ça l'enjeu aujourd'hui qui s'offre aux autorités nigériennes.
pouvoir faire continuer la production sur le site de la Somaïr. Et là, ça ne va pas être facile parce que Areva ne rendra pas aussi facile les choses aux autorités nigériennes. En cas de victoire du Niger, la bataille juridique, je pense que le Niger sera dans la position de décider de ce que sera la mine de Somaïr. Aussi, il faut se dire que le Niger n'a pas seulement comme seul partenaire Orano. Il y a aussi d'autres partenaires qui exploitent ou bien qui sont en phase d'exploitation d'autres sites ou bien d'autres permis dans notre pays. On estime seulement que les travailleurs nigériens et les communautés qui vivent aux alentours ne souffriront pas de cette situation. Vous avez déjà vu, donc, comme annoncé dans le communiqué d'Areva Orano, ils attirent déjà la sonnette par rapport aux communautés et aux employés qui pouvaient souffrir. Donc, je pense que le Niger n'a pas le droit d'échouer dans cette bataille juridique et aussi stratégique, parce que qui parle de l'uranium, ce n'est pas des cacahuètes, c'est aussi un minerai stratégique, que vous l'avez rappelé, ce n'est pas seulement pour la France, c'est pour plusieurs usines qui tournent avec le minerai nigérien, notamment l'uranium. Areva, il faut le souligner aussi, est leader mondial dans ce domaine. Donc la chose ne sera pas facile, mais nous pensions bien qu'avec une stratégie bien ficelée et une volonté ferme des autorités nigériennes, telles que déjà ils l'ont affiché en prenant des positions courageuses, nous serions en droit de dire que l'uranium peut bien faire le bonheur des Nigériens.